On se retrouve à nouveau sur les ondes de Speed Lane TV pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres. Le président Patrice Talon s'achemine vers la fin de son mandat. Après 10 années passées à la tête du pays, durant cette période, plusieurs réformes ont été engagées et de nombreux projets réalisés dans différents secteurs. Quel bilan peut-on dresser de cette décennie de gouvernance? Analyse et éclairage dans un instant. Alors que les tensions persistent entre l'Iran et les États-Unis, l'ambassadeur du Bénin au Koweït, Badirou Aguémon, tient à rassurer. Il affirme que les ressortissants béninois vivant dans plusieurs pays de la région se portent bien malgré l'instabilité actuelle. À suivre ces déclarations dans ce journal. Au cœur de l'actualité internationale en Madagascar, le président de la transition, Michael Randrianirina, a limogé le Premier ministre et dissous le gouvernement. Bienvenue à toutes et à tous. Le 6 avril 2016, un chef d'entreprise en marge des partis traditionnels a cédé à la tête de l'État béninois avec une promesse: transformer en profondeur le pays, mettre fin à l'improvisation et instaurer une nouvelle culture de gouvernance. 10 ans plus tard, le bilan de cette gouvernance se distingue par la méthode, la constance et la volonté de réformer, des qualités rarement observées dans l'histoire politique du Bénin. Le docteur Eugène Alosoukbo nous présente un bilan des avancées réalisées. Suivons-le. Nous avons découvert en 2016 un président de la République que la Providence nous a amené parce que un an avant, rien ne présageait de ce qu'il avait la possibilité d'être président de la République. Mais c'est arrivé. Il est arrivé dans un contexte que nous avions des habitudes que nous pensions régulières et correctes. Et il a mis le doigt sur ce qui n'allait pas dans la République et puis a amorcé avec une vitesse de croisière un certain nombre de changements structurels. D'abord, la réforme du système partisan. Vous savez qu'il y avait une centaine de partis politiques dans le pays et qui s'activent à l'approche des élections pour servir de monnaie de change. Avec les événements de 2019 qui ont fait douter de la réforme du système partisan. Vous savez, il y a eu des morts, il y a des partis politiques qui n'ont pas pu aller à ces élections-là et qui ont juré que sans eux, on ne pouvait pas continuer la marche. La marche a été menée et a abouti. Et donc, la première difficulté a été que des hommes politiques se sont mis dans une posture de faction contre les réformes. Et ça ne peut jamais se faire. Et finalement, ça a été fait. Et ils ont été mis de côté parce qu'ils n'ont pas été très collaboratifs dès le départ. Il a mis fin aux évacuations sanitaires. Vous savez que c'est du beurre pour d'autres qui s'y sont enrichis abondamment. Les billets d'avion que les gens achetaient en désordre, les agences avec des surfacturations énormes, il a mis fin à ça. Les ponctions dans les deniers publics, dans les finances publiques, il a mis fin à ça. La restitution de la douane, des impôts et du trésor, ce sont des réalités. Aujourd'hui, vous avez la transparence dans les concours pour nous qui n'avons personne. Vous avez des enfants de pauvres qui ne connaissent personne, qui sont admis, qui sont dans les écoles universitaires, qui sont à l'extérieur du pays. Ça, c'est des avancées. Les autres avancées aussi ont trait à la numérisation du service public. Moi, je suis né à Abomey. Pour aller prendre mon casier judiciaire, il fallait demander 48 à 112 heures de permission de Porto-Novo pour aller là-bas. Et si vous avez la chance que ceux qui doivent signer sont là, vous prenez votre casier judiciaire. Sinon, vous allez revenir. Aujourd'hui, de votre salon, de votre lit, vous pouvez demander un casier judiciaire. Vous savez, le registre de l'état civil a été assaini. Vous avez votre CIP, chacun a son numéro. Vous avez votre carte nationale d'identité à partir de votre portable. Vous devez demander votre passeport à partir de votre passeport. Ce sont des avancées. C'est vrai qu'il y a des pays qui nous ont
avancer sur cette marche-là, les pays européens, mais nous, en Afrique, on peut se compter parmi les meilleurs. Et lorsque vous avez quelqu'un qui a fait tout ça, eh bien, on ne peut que voir ce qui est bon de ce qu'il a fait et qui entre dans sa politique publique. C'est un homme, tout n'a pas été bon, mais ce qui est bon aussi, c'est la politique d'emploi. Vous savez, avant, lorsque vous avez un diplôme et vous n'avez pas une expérience professionnelle, on ne vous engage pas. Eh bien, il est dit désormais avec le programme spécial d'insertion dans l'emploi, le PSIE, que lorsque vous avez un diplôme, l'État prend votre rémunération en charge pendant le temps que vous ayez d'expérience. C'est formidable en matière de politique d'emploi parce que, vous savez, dans nos familles, lorsque vous n'êtes jamais allé à l'école, eh bien, on ne vous considère pas. Quand on prend les grandes décisions sans vous, eh bien, ce sont des personnes que j'ai vues aujourd'hui qui étaient à la charge de leurs parents, mais grâce au programme Azoli, initié par le gouvernement béninois, sur appui de la Banque mondiale, ces personnes-là, ces jeunes-là sont devenus financièrement autonomes. Que veut le peuple? On aurait souhaité qu'il y ait autant de programmes. Je crois que le président Patrice Talon a impacté l'ensemble des secteurs. Je n'aurais pas été exact si j'oubliais les réformes dans l'enseignement technique. Vous avez plus d'une vingtaine de lycées qui sont en cours de construction, des lycées thématiques qui permettraient à nos jeunes, au lieu d'aller à l'université pour des filières qui posaient des problèmes d'emploi après formation, ils ont la possibilité directement d'aller dans les lycées techniques et de faire une formation qui leur permet d'avoir des compétences directes. Je crois que ce sont autant d'évolutions et le président Patrice Talon n'est pas un dieu, il a fait ce qu'il a fait. Nous parlons parce que je ne dis pas que le Bénin est devenu 100% bon, mais il faut reconnaître à César ce qui est à César. Nous nous tournons vers la crise qui secoue actuellement le Moyen-Orient, où la situation reste très tendue. Ce lundi, l'ambassadeur du Bénin au Koweït, Badirou Aguémon, a fait le point sur l'état des ressortissants béninois vivant au Koweït, aux Émirats arabes unis et au Bahreïn. Le diplomate rassure, tous les compatriotes se portent bien et explique les mesures prises pour maintenir le contact avec la communauté béninoise. Écoutons-le. Je peux vous rassurer que tous nos compatriotes béninois se portent très bien ici, que ce soit au Koweït où je réside, qu'aux Émirats arabes unis et au Bahreïn où ma juridiction s'étend. Et je peux aussi rassurer que, avec les échanges que j'ai eus avec mes collègues de l'Arabie Saoudite, je vais parler donc de l'ambassadeur Adam Bagoudou, tout se passe également très bien au niveau des compatriotes béninois qui résident en Arabie Saoudite. Pareil également au Qatar, donc à Doha, mes échanges que j'ai eu également avec l'ambassadeur Bidanaou. Au Koweït, nous avons près de 13 000 Béninois résidents, selon les statistiques des services consulaires du Koweït. Et aux Émirats arabes unis, on peut dénombrer environ 2500 environ. Au Bahreïn, ils ne sont pas très nombreux. D'abord, nos compatriotes sont organisés en associations. Donc, nous avons plusieurs associations de Béninois ici. Au Koweït, on en a 3. Aux Émirats arabes unis, on a une association avec laquelle nous sommes en contact permanent depuis d'ailleurs que la crise a commencé. Nous avons envoyé donc des messages de sensibilisation et de contact permanent au sein donc de la communauté, que ce soit la communauté béninoise du Koweït que celle des Émirats arabes unis. D'abord, ils avaient déjà les contacts de l'ambassade du Bénin au Koweït et nous avons donné 2 autres numéros, le numéro des collaborateurs avec qui ils sont en contact permanent. Et je voudrais signaler également que le département au ministère des Affaires étrangères du Bénin a mis également sur la plateforme un numéro de WhatsApp de contact au cas où ils n'arrivent pas à contacter l'un des numéros que nous avons mis à leur disposition. Je voulais rassurer le peuple béninois. Tous les compatriotes béninois résidant dans tous ces 4 pays, je vais parler donc de Qatar, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, des Émirats arabes unis ou même du Bahreïn, tous les Béninois se portent très bien. Et que les missiles qui sont lancés dans ces différents pays par l'Iran sont orientés vers des cibles spécifiques, en particulier donc sur les ambassades américaines ou bien sur les bases américaines qui se situent dans ces différents pays. Sinon, en principe, même la population de ces pays ne sont pas véritablement touchés en tant que tels, puisqu'on n'a pas dénombré beaucoup de morts jusqu'à ce niveau. C'est vrai, il y a des débris de ces drones parfois qui tombent sur certaines maisons qui font donc un peu de dégâts. Sinon, globalement, la vie suit son cours normalement et il n'y a aucune inquiétude à avoir par rapport à la
sécurité de nos compatriotes ici. De toutes les façons, l'ambassade du Bénin au Koweït suit correctement l'évolution de la situation et également le département du ministère des Affaires étrangères suit également l'évolution de la situation dans ce pays et nous rendons compte au fur et à mesure. Qu'un Béninois n'est touché juste là et nous sommes en contact avec les chancelleries donc de ces différents pays. Moi particulièrement, je suis en contact avec le ministère des Affaires étrangères du Koweït, des Émirats Arabes Unis et du Bahreïn pour suivre l'évolution de la situation. Alors, la seule difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a des compatriotes qui sont venus pour leur voyage d'affaires et qui sont bloqués actuellement, que ce soit au Koweït ici ou aux Émirats et plus précisément à Dubaï. Malheureusement, l'espace aérien est totalement fermé. Donc, la chose que nous pouvons faire, nous avons mis les responsables en contact avec ces compatriotes pour qu'ils soient un peu apaisés le temps que nous espérons que d'ici là, on va ouvrir l'espace aérien. Le seul endroit où le passage est encore possible aujourd'hui, c'est au niveau donc de l'Arabie Saoudite, où les vols vont en direction de l'Afrique. Mais quand on doit quitter, par exemple, le Koweït pour l'Arabie Saoudite, peut-être à Jeddah ou bien à Riyad, et je crois qu'il faut aller par bus. Là, ça dépend donc des dispositions que ces compatriotes qui sont, selon leur urgence, s'ils veulent passer par là, on va pouvoir les orienter vers ce circuit-là. Sinon, nous pensons et nous espérons que sous peu, la situation va se normaliser et que les espaces aériens vont s'ouvrir et que les vols vont reprendre normalement. Dans le reste de l'actualité, la commune de Kopargo est en deuil. Ce dimanche, plusieurs de ses fils ont perdu la vie dans un grave accident de circulation survenu à Kara. Dans le nord du Togo, les victimes revenaient d'une cérémonie funéraire organisée au sein de la belle famille de l'un d'entre eux. Pour effectuer le déplacement, un camion avait été loué afin de transporter les membres de la délégation. Malheureusement, le véhicule aurait subi une défaillance technique sur une portion de route en altitude provoquant le drame. Les services de secours sont intervenus pour prendre en charge les blessés et les évacuer vers les structures sanitaires de la région. Suivons maintenant le récit de ce tragique accident. Un grave accident de circulation s'est produit le dimanche 8 mars 2026 dans la région de Kara, au nord du Togo, une zone proche de la frontière béninoise. Le drame a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes et fait de nombreux blessés. Selon les premières informations, l'accident est survenu dans l'après-midi sur un axe routier connu sous le nom de route des montagnes, situé dans la commune de Kosa 1. Le bilan provisoire fait état d'au moins 20 personnes décédées et d'environ 58 blessés, dont certains dans un état critique. Les victimes, originaires de Kondri, une localité rattachée au village administratif de Kataban, dans l'arrondissement de Sengré, commune de Kopargo au Bénin, revenaient d'une cérémonie funéraire organisée à Kara. Elles s'étaient rendues dans cette ville togolaise pour soutenir un membre de leur communauté endeuillé dans sa belle famille, conformément à une tradition de solidarité très ancrée dans les villages. Pour effectuer le déplacement, un camion avait été loué afin de transporter les membres de la délégation. Après la cérémonie, le groupe a entamé le voyage de retour vers leur localité d'origine. Mais sur la route, le camion aurait subi une défaillance technique, notamment l'éclatement d'un pneu alors qu'il circulait sur une portion de route en altitude. Le conducteur aurait alors perdu le contrôle du véhicule. Dans sa chute, le camion a violemment percuté un tricycle qui transportait également certains membres de la délégation. Ce tricycle avait servi auparavant à transporter un bœuf destiné à la cérémonie funéraire. Alertés aux environs de 16 heures, les habitants du village d'origine ont rapidement compris l'ampleur du drame grâce aux appels téléphoniques en provenance de Kara. Plusieurs victimes ont été évacuées par les services de secours vers des centres de santé togolais où elles reçoivent des soins intensifs. Selon les autorités, l'utilisation de véhicules destinés au transport de marchandises pour transporter des passagers constitue l'un des facteurs majeurs d'insécurité routière. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique qui a endeuillé plusieurs familles.
En interactualité à Madagascar, 10 jours après avoir transmis le calendrier de la transition à la communauté de développement d'Afrique australe, le colonel Michael Randrianirina a décidé de mettre fin aux fonctions de son Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement. Entre promesses de résultats non tenus, ultimatum de la jeunesse et pression d'une société civile qui dénonce une dérive autoritaire, le pouvoir de la refondation opère un virage pour tenter de reprendre la main. Le reportage. À Madagascar, le chef de la junte a dissous le gouvernement. La décision inattendue du colonel Michael Randrianirina a été annoncée dans un communiqué du porte-parole de la République malgache. Le Premier ministre est limogé et son remplaçant est attendu conformément aux dispositions constitutionnelles du pays. Aucune raison n'a pour l'instant été évoquée, mais la DNZ rumine quelques frustrations, se sentant mise à l'écart des structures décisionnelles. Le chef militaire doit son pouvoir à la mobilisation populaire de ce mouvement. Randrianirina a pris le pouvoir en octobre dernier, succédant à Ange Rajouel, après plusieurs semaines de manifestations contre les pénuries d'eau et d'électricité. Ange Rajouel avait été élu président pour un troisième mandat lors d'un scrutin contesté en 2023. Randrianirina s'est engagé à organiser de nouvelles élections dans un délai de 2 ans et le bloc régional, la SADC, attend toujours un chronogramme précis. 10 jours après le début des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, Donald Trump a tenté ce lundi de reprendre le contrôle du récit de la guerre au Moyen-Orient. Depuis le lancement de l'offensive, le président américain s'était contenté de brefs échanges avec les journalistes. Cette fois, devant la presse réunie à Miami, il a voulu afficher une certitude. Selon lui, le conflit toucherait déjà à sa fin. C'est après moi. Donald Trump insiste sur le fait que les opérations militaires américaines en Iran prendront fin très bientôt, sans préciser de date. No, but soon. I think soon. Very soon. La guerre a fait chuter les marchés boursiers et grimper les prix du pétrole. Le FMI craint de fortes inflations, mais le président américain se convainc de la nécessité absolue de ce conflit qu'il désigne comme une excursion positive. Nous cherchons à maintenir les prix du pétrole à un niveau bas. Nous avons artificiellement augmenté les prix en raison de cette excursion dans quelque chose de très positif. C'était une excursion que beaucoup de gens n'auraient pas faite. Je savais que les prix du pétrole augmenteraient si je faisais ça. Et ils ont augmenté probablement moins que ce que je pensais. Mais je ne pense pas que quiconque pensait que nous allions réussir aussi rapidement. Les commentaires de Trump ont contribué à inverser la tendance baissière des marchés boursiers et la hausse du prix du pétrole de la veille, même si le détroit d'Ormuz reste bloqué. Pendant ce temps, l'Iran promet de se battre bec et ongle aussi longtemps que nécessaire, excluant toute négociation avec Washington, au moment où le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei prend ses fonctions. Et c'est sur cette actualité que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlanetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.